Welcome to The French Time, where learning French becomes easy and fun. On peut avoir un vocabulaire énorme, genre 10 000 mots en français. On peut conjuguer le subjonctif imparfait sans même sourciller, avoir une syntaxe irréprochable sur le papier. Et pourtant, avoir l'air d'un robot en commandant un simple café. ouais, exactement. C'est vraiment le paradoxe ultime quand on apprend une langue. On investit des années à construire une grammaire parfaite. Mais dès qu'on ouvre la bouche dans le monde réel, ça sonne mécanique, sans âme, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque les mots qui, techniquement, ne veulent presque rien dire. Ah oui, c'est ce qu'on appelle la vallée de l'étrange linguistique. Une phrase peut être, disons, mathématiquement correcte, mais totalement inadaptée socialement. C'est ça. C'est une sensation de friction constante. On a toutes les pièces du moteur, le vocabulaire, les verbes, mais il manque le système de suspension. Chaque changement d'idée devient un nid de poule qui secoue la conversation. Ok, alors décortiquons tout ça aujourd'hui. Notre plongée au cœur de la langue va se concentrer sur ces fameux amortisseurs du français. Les fameux connecteurs. Voilà, ces petits connecteurs invisibles qui séparent vraiment le français du manuel scolaire, du français qu'on parle dans la rue. Et pour bien ancrer ces concepts, on va utiliser une approche un peu spécifique aujourd'hui. Une approche plus lente, c'est ça ? Exactement. Je vais adopter un rythme délibérément posé, très clair. L'idée n'est pas de faire un cours magistral pour notre audience, mais de permettre au cerveau d'entendre la musicalité de ces mots. C'est crucial de les entendre sonner, oui. Donc, pour ceux qui nous écoutent, il suffit de les répéter mentalement, ou même à voix haute, au fil de notre discussion. Ça va créer un automatisme, une sorte de mémoire musculaire. Une excellente idée. Bon, commençons par identifier le problème fondamental. Que se passe-t-il vraiment quand on roule sans ces amortisseurs ? Le cerveau humain déteste l'information fragmentée. À l'oral, la charge cognitive est énorme pour la personne qui écoute. Si on raconte une histoire sans aucun connecteur, on oblige l'autre à deviner les liens logiques en permanence. C'est épuisant. Très épuisant. Prenons une situation super classique, un dîner qui tourne mal. La version robotique, sans connecteur, ressemblerait à ça. Je cite « J'ai faim, le rôti est brûlé, je vais commander, je choisis une pizza, elle est bonne. » Waouh, c'est glaçant. N'est-ce pas ? On dirait vraiment un télégramme des années 20 ou, je sais pas, un rapport d'autopsie. Grammaticalement, oui, le sujet est suivi du verbe, le complément est à sa place, mais il n'y a aucune narration. Et le malaise vient du fait qu'on demande à la personne en face de faire tout le travail d'assemblage. Chaque idée est un bloc de briques isolé, sans aucun ciment. D'accord. Alors, intégrons maintenant notre fameux système de suspension pour lisser un peu le trajet. Je vais dérouler la même séquence, la même histoire de pizza, mais avec la fluidité naturelle d'une vraie conversation. Allez-y. Et pour notre audience, écoutez bien le rythme. Je vais ralentir exprès. En fait, j'ai faim, le rôti est brûlé. Du coup, je vais commander. Donc, je choisis une pizza, bref, elle est bonne. Le contraste est juste saisissant. Ouais, l'histoire n'a pas changé d'un millimètre, hein. On finit toujours par manger une pizza. Bien sûr, mais la texture de la communication est complètement transformée. Les mots comme « en fait » ou « du coup », ils ne portent pas d'information vitale. Ils portent l'intention sociale. C'est joliment dit, l'intention sociale. Bah oui, ils tiennent la main de la personne qui écoute et la guident à travers nos pensées. C'est là que ça devient fascinant pour moi. On ne transfère plus seulement des données comme une machine, on crée du lien humain. Suivons donc le fil de ce dîner désastreux pour examiner notre première pièce mécanique. C'est sans doute le roi absolu du français contemporain. Oh, je crois savoir de qui vous parlez. Celui qui ponctue presque chaque phrase à la machine à café. Le fameux « du coup ». Ah, du coup, c'est un phénomène sociolinguistique à lui tout seul. À l'origine, sa fonction est purement logique. Il exprime une conséquence immédiate. Le rôti est brûlé, ça c'est la cause. L'action qui en découle s'impose d'elle-même. Du coup, on commande une pizza. Donc c'est juste l'équivalent direct de par conséquent. Exactement, mais en beaucoup moins lourd. Jusque-là, la mécanique est simple. Mais j'ai remarqué un truc. Les francophones l'utilisent même quand la logique est totalement absente. C'est vrai ? Par exemple, au milieu d'un silence embarrassant, à notre fameux dîner, quelqu'un va dire, l'air de rien, « Du coup, on regarde un film ce soir ». Mais il n'y a absolument aucune cause préalable à ce film. Et c'est là qu'est la mutation géniale de cette expression. Elle est passée de connecteur logique à un simple mot tampon, un pont cognitif si vous voulez.
Un pont cognitif. Le temps de formuler la suite de la phrase. Ah, c'est super malin. Et simultanément, on envoie un signal clair au groupe genre « Attention, je prends la parole, ne m'interrompez pas ». C'est un adoucisseur d'interaction. Je comprends beaucoup mieux cette omniprésence maintenant. Mais attendez, il y a une zone d'ombre. Si, du coup, exprime la conséquence, tout comme le mot « donc », est-ce qu'ils sont vraiment interchangeables? C'est une excellente question. Parce que, imaginons, si je dois annoncer une mauvaise nouvelle par écrit, disons à un client important, est-ce que je peux écrire dans mon email « Le produit est en rupture de stock, du coup, on annule votre commande ». Ah non, non, surtout pas. Le piège se referme souvent ici pour ceux qui apprennent la langue. Ce qui est fascinant ici, c'est que le registre de langue pardonne rarement ce genre d'échange. La frontière est totalement étanche. Donc, à l'écrit, c'est interdit. Disons que, du coup, c'est le roi de l'oralité et de la spontanéité. De la proximité sociale, quoi. C'est comme une paire de baskets très confortable. Mais dans un email formel ou professionnel, on entre dans un espace de réflexion structuré. La paire de baskets est hors sujet. C'est la tenue de soirée exigée. Voilà. Le choix sécuritaire et naturel à l'écrit, c'est « donc ». Le produit est en rupture de stock, donc nous annulons la commande. D'accord, on jongle vraiment entre deux mondes parallèles, on a deux outils pour la même idée, mais ils dictent le niveau d'intimité de la relation. Donc c'est un peu le costume-cravate de la logique. C'est une très belle image. On imagine parfaitement un philosophe l'utiliser. Je pense donc je suis. Descartes n'aurait jamais pu écrire je pense, du coup je suis. Ça détruirait toute la gravité du propos, non? Oh bah, la perte de crédibilité serait totale, c'est sûr. Savoir parler une langue, c'est justement maîtriser ses codes vestimentaires invisibles. Bon, reprenons notre scénario du dîner. La pizza de remplacement arrive. Mais catastrophe, il y a une erreur. On a commandé une 4 fromages et le livreur nous tend une pizza aux anchois. Aïe, la fameuse pizza aux anchois. Il va falloir corriger la situation. Mais corriger quelqu'un de front, c'est souvent perçu comme une agression. On a besoin d'un pivot diplomatique. Et la diplomatie française tient en deux petits mots, en fait. En fait, C'est l'outil chirurgical par excellence pour rétablir une vérité ou ajuster une réalité sans froisser l'ego de la personne en face. C'est la pizza aux anchois pour vous? Et on répond doucement, en fait, on a commandé une 4 fromages. C'est ça. C'est comme si on disait en réalité, il y a un léger malentendu. Et la magie de ce « en fait », c'est qu'on peut même l'utiliser contre soi-même, non? Tout à fait. Pour pivoter en temps réel au milieu de sa propre phrase. Genre, si notre cerveau se rend compte d'une erreur pendant qu'on parle, on déclenche cet amortisseur. Par exemple, la pizzeria est à 10 minutes. En fait, non. Avec les travaux, ça prendra 20 minutes. Exactement. On a corrigé la trajectoire sans même s'arrêter de parler. Je trouve ce mécanisme brillant, vraiment. Mais il y a un champ de mine caché juste à côté et je veux qu'on en parle. Le cerveau d'un non-natif a souvent tendance à le confondre avec une expression qui sonne presque pareille. Laissez-moi deviner. En effet. Voilà. En effet. Et pourtant, c'est le jour et la nuit, ces deux-là. La confusion est redoutable, oui. C'est l'un des obstacles cognitifs les plus fréquents, parce que la sonorité est hyper proche, en fait. En effet. Mais leur mécanique interne est diamétralement opposée. Expliquez-nous ça. Eh bien, en fait, on l'a vu, c'est le désaccord poli, la correction. À l'inverse, en effet, est la validation absolue. C'est une confirmation. Ok, alors prenons un exemple concret pour bien cimenter la différence pour ceux qui nous écoutent. Il pleut des cordes dehors, quelqu'un regarde par la fenêtre et constate « il pleut énormément ». Si je réponds « en fait, c'est vrai C'est un non-sens total. », c'est absurde, oui. C'est un court-circuit logique. Parce que la personne entend le « en fait », donc elle se prépare à être corrigée. Mais la suite de votre phrase est « c'est vrai ». Le cerveau de l'autre bloque. Donc, dans cette situation, pour abonder dans le sens de l'autre, la seule option valide, c'est la confirmation. En effet, c'est un déluge. Voilà. Alors, gardons cette règle limpide en tête. Je vais la prononcer doucement pour notre audience. En fait, corrige une erreur. En effet, confirme une observation. C'est subtil, mais maîtriser cette différence, ça installe immédiatement l'orateur dans un registre de haute compétence. Surtout que l'impact d'un en fait bien placé est hyper rassurant dans une conversation un peu complexe. C'est vrai. Et en parlant de conversations complexes, imaginons que le livreur de notre histoire commence à se justifier. Il nous raconte par le menu détail que son scooter est tombé en panne, qu'il a dû attendre la dépanneuse sous la pluie. L'horreur. On a faim, on veut juste payer et manger. Comment les Français font-ils pour échapper à cette prise d'otage verbale sans paraître incroyablement impolis? J'ai remarqué qu'ils ont un mot-clé pour ça, une sorte de guillotine verbale. Une guillotine, oui. Un seul mot, une seule syllabe, net et sans appel. Bref. Bref,
C'est vraiment la paire de ciseaux de la narration. Clac, on coupe le ruban. Le scooter était en panne, le GPS ne marchait plus, la pluie tombait, bref, voilà la mauvaise pizza. La métaphore des ciseaux est excellente, mais attention à la direction dans laquelle on pointe les lames avec ce mot. Ah, il y a un danger. Il y a une véritable dynamique de pouvoir cachée derrière le bref. Si on l'utilise pour résumer sa propre explication tortueuse, c'est un acte de modestie. On reconnaît qu'on parle trop, on fait gagner du temps à l'audience. Genre, je vous raconte tout ça pour rien, bref, passons à autre chose. D'accord, c'est poli. Mais si on retourne l'arme contre quelqu'un d'autre, si le livreur parle depuis 10 minutes et que je le coupe en disant « Bref, combien je vous dois ?» Ah là là, là c'est un assassinat social. C'est le signal universel de l'agacement. Le sous-texte est féroce, ça veut dire « tu m'ennuies, ton histoire n'a pas d'intérêt, accélère ». Ah oui, c'est brutal. Très efficace pour aller droit au but, mais ça détruit instantanément la chaleur de l'échange. C'est vraiment un bouton d'éjection d'urgence à manipuler avec une prudence extrême, donc. Mais imaginons l'inverse. Je ne veux surtout pas couper la parole. De retour à table avec nos amis, on nous demande comment on a réussi l'exploit de brûler un rôti au four. Il va falloir raconter les étapes. Exactement, et chaque détail compte pour l'histoire. Comment on gère l'écoulement du temps sans paraître scolaire, sans dire premièrement, deuxièmement. On fait appel aux gestionnaires du temps narratif, les fameux « puis » et « ensuite ». Ils structurent la chronologie, j'ai mis le rôti au four, puis le téléphone a sonné, ensuite j'ai oublié l'heure. Sémantiquement, ils font le même travail, non? Ils veulent dire l'étape d'après. Y a-t-il une vraie raison d'en utiliser un plutôt que l'autre? Et donc, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre prononciation? Parce que je trouve que « puis » est parfois un cauchemar à articuler quand on parle vite. Et cette observation soulève une contrainte purement phonétique de la langue. C'est un problème d'ergonomie buccale. D'ergonomie buccale, j'adore l'expression. C'est ça. Puis est redoutablement efficace pour un locuteur natif car c'est une seule syllabe hyper rapide. Mais le son UI demande une tension musculaire spécifique qui est un vrai mur pour beaucoup d'apprenants. Le risque de buter sur le mot et de casser la fluidité de la phrase est réel. Donc, on sacrifie la fluidité pour un petit mot de 4 lettres. C'est dommage. C'est pour cela que la parade mécanique idéale, c'est d'adopter « ensuite ». Il possède 2 syllabes distinctes. Il offre 2 battements rythmiques très clairs. La prononciation est beaucoup plus standardisée et sûre. D'abord, l'alarme a sonné. Ensuite, j'ai couru à la cuisine. Voilà. L'articulation est nette, le souffle est mieux géré et l'histoire avance avec autorité. C'est un ajustement tellement pratique. Choisir le mot qui fatigue le moins la mâchoire pour garder l'attention de l'auditoire. J'adore. Alors, on a géré le temps, mais le monde réel est fait de contradictions. C'est certain. Autour de la table, le vin est délicieux, mais la pizza est froide. Comment exprimer le contraste? Mon instinct, là, me crie d'utiliser le grand classique des cours de français. Cependant, la pizza est froide. Cependant, le vin est bon. C'est une construction grammaticale irréprochable sur le papier. Et pourtant, en plein dîner entre amis, l'effet produit sera involontairement comique. C'est vrai que ça sonne horriblement décalé. C'est comme arriver à une soirée barbecue en portant un smoking et en haute forme. Bonjour, je prendrai une saucisse. Cependant, je n'ai pas de monnaie. On impose une distance sociale énorme avec ce mot. Exactement. Le phénomène de code switching est brutal ici. Cependant, appartient à la littérature, aux essais philosophiques, aux discours officiels. C'est un connecteur d'une grande noblesse, écrite si on veut. L'utiliser à l'oral dans un contexte familier, ça casse toute la proximité. Alors, c'est quoi l'alternative organique du quotidien? Le sort réflexe absolu. C'est par contre. Je vous arrête sur par contre. Parce que j'ai souvent entendu des puristes s'arracher les cheveux en disant que c'était une aberration linguistique, qu'il fallait absolument dire en revanche. Oh, le fameux débat Milser. Il fait rage chez les puristes depuis un siècle au moins. Techniquement, oui, en revanche, était la norme prescriptive. Mais la force d'usage du français parlé a gagné la bataille depuis très longtemps. La rue a gagné? Totalement. Dans la vraie vie, par contre, est devenue la norme d'opposition incontestée à l'oral. C'est fluide, c'est accepté par tout le monde, et c'est ce qui sonne le plus naturel à l'oreille. La pizza est froide, par contre, le vin est incroyable. Le contraste est posé, la soirée est sauvée. C'est tellement rassurant de savoir qu'on peut s'appuyer sur la réalité de l'usage plutôt que sur une règle un peu poussiéreuse. Je vais le répéter lentement pour notre audience, pour bien l'ancrer. Par contre, gardez cependant pour l'écrit. Très bon conseil. Et pour clôturer cette soirée de dîner, il nous manque l'ultime vernis culturel. Les mots qui ne décrivent pas vraiment des actions, mais des postures mentales.
Les petits bonus comme « finalement »,« d'ailleurs » et le mythique « quand même ». Ah, ces trois-là sont les épices rares de la conversation. Ce sont eux qui donnent cette fameuse couleur locale qui est quasiment impossible à simuler si on n'a pas l'habitude. Finalement, c'est le constat d'une réalité qui s'est imposée contre nos plans initiaux. Finalement, cette pizza aux anchois n'était pas si mauvaise. Exactement. On sent l'évolution de la pensée de la personne, le renoncement au plan initial. Et d'ailleurs, c'est le tour de passe-passe par excellence. On glisse une information supplémentaire, l'air de rien, comme si elle venait juste d'apparaître dans notre esprit là, à l'instant. La pizza était bonne. D'ailleurs, j'ai gardé la carte du restaurant. C'est une façon très élégante de lier une nouvelle idée sans imposer de changement brutal de sujet. Et cela nous amène au sommet, je crois, de la subtilité francophone. Le fameux « quand même ». Quand même. Ah là là, j'ai l'impression qu'on pourrait consacrer des heures entières à ces deux mots. C'est un cauchemar de traducteur parce que ce n'est pas un concept clair, c'est une humeur. C'est profondément culturel. Quand même, transporte une charge émotionnelle très lourde. Il marque souvent l'étonnement, l'insistance ou cette capacité très spécifique à concéder une victoire tout en gardant une légère résistance. Un exemple. Si, à la fin du dîner, quelqu'un dit « c'était une catastrophe, mais on a bien rigolé quand même », on entend tout là-dedans. Le soulagement, la reconnaissance de la difficulté et la victoire de la bonne humeur finale. Tout ça compressé en 2 syllabes. Mais c'est un soupir de l'âme encodé dans la grammaire. C'est vertigineux de réaliser à quel point la psychologie d'une culture s'infiltre dans les mots qui semblent, en apparence, les plus innocents. C'est la beauté des langues. Si on fait le point sur notre boîte à outils du soir, l'ingénierie de notre suspension linguistique est prête. On a, du coup, pour relier avec des contractions. En fait, pour pivoter sans froisser. Bref, pour couper au montage. Ensuite, pour avancer avec clarté. Et, par contre, pour contraster avec naturel. La tentation, par contre, une fois qu'on a découvert ce trésor, c'est de vouloir l'utiliser dès demain dans absolument toutes les interactions. Ah, l'excès d'enthousiasme. C'est le meilleur moyen de provoquer une surcharge cognitive. L'attention nécessaire pour placer ces mots correctement va paralyser la fluidité qu'ils sont censés créer au départ. C'est vrai. C'est l'erreur classique. On veut trop en faire d'un coup. La stratégie gagnante, pour ceux qui nous écoutent, c'est de se concentrer sur un seul amortisseur à la fois. Prenez « du coup », par exemple, laissez-le mariner dans votre esprit, repérez-le quand les natifs parlent, C'est une très bonne méthode. visualisez-le, entendez son rythme. Une fois qu'il devient naturel dans votre bouche, passez à « en fait ». La perfection ne se trouve pas dans la vitesse d'accumulation, mais dans la précision de l'usage. Absolument. Et si on élargit le spectre de notre réflexion pour finir, ce plongeon dans l'invisible de la langue française soulève une question fascinante sur nous-mêmes. Ah bon? Laquelle? Eh bien, si ces mots tampons, ces hésitations codifiées révèlent la logique profonde, le besoin de diplomatie et l'humeur d'une culture entière. Où voulez-vous en venir? Je me demande ce que les mots de remplissage de notre propre langue maternelle disent de nous personnellement. Quand nous parlons dans notre langue natale de manière inconsciente, quels sont nos propres brefs et nos du coup? Oh, c'est profond ça. Qu'est-ce que nos propres tics de langage révèlent de notre façon d'éviter le conflit, de gérer le temps ou même de chercher l'approbation sociale des autres? En écoutant le ciment invisible des autres, on commence souvent à entendre les failles de nos propres murs. Waouh! Voilà une pensée qui bouscule. La prochaine conversation à la machine à café va devenir un véritable laboratoire d'observation psychologique, c'est sûr. Je vous le garantis. On ne prêtera plus jamais attention aux grands mots de la phrase, mais uniquement aux petits silences qu'on essaye désespérément de remplir. Un grand merci pour ce décryptage de l'ombre, et pour tout le monde, n'oubliez pas d'écouter les bruits de votre propre moteur. À bientôt.